Alors, bonjour mesdames. J'ai avec moi aujourd'hui Kinti et Myrlène de Glendon. Kinti qui est là avec Andrew qui assume la direction du programme de maîtrise en interprétation, si j'ai bien compris, et Myrlène qui est interprète de conférence. Et l'épisode d'aujourd'hui porte sur une rumeur, en tout cas, pas à Glendon, elle devait sûrement pas circuler, mais une rumeur qui circulait parmi beaucoup de traducteurs et même des gens très informés là, que je connais très bien. Alors, je me suis dit, ça peut être important de faire un épisode sur le programme d'interprétariat de Glendon pour en dire plus long, parce que la rumeur voulait que Glendon avait suspendu temporairement ses activités d'enseignement, ce qui n'est pas vrai. Mais on sait qu'il y a eu ces dernières années un instant, j'ai Louis Jolicoeur qui se joint à nous. Euh, alors, on sait ces dernières années qu'il y a eu plusieurs programmes de traduction qui ont suspendu temporairement leurs activités et d'interprétation aussi. Alors, la rumeur, on était inquiets. On se demandait, oui, c'est vrai, on en voit autour de nous qui ferment leurs portes, qui suspendent temporairement leurs activités. Donc, je vais laisser la parole à Kindy qui, je pense, va nous en apprendre beaucoup va faire le point sur la situation. Merci beaucoup, Sylvie. Vraiment merci. Et merci pour tout ce travail. Pour les professions langagières, vraiment, c'est précieux. C'est vraiment précieux votre travail. Merci pour ça. Puis merci aux quelques personnes qui ont la gentillesse de venir nous écouter. J'espère que ça pourrait être intéressant. Alors oui, Glendon. Ben non, Glendon est bien vivant. On va bien, merci. On est comme toutes les universités en Amérique du Nord. On a des difficultés et ce n'est pas la maîtrise de Glendon, ce n'est même pas le campus de Glendon, c'est l'université York en général et puis d'autres universités également partout au pays, malheureusement. Donc, il y a des difficultés, des réorganisations et dans le cadre des réorganisations administratives, en effet, nous sommes en plein dans une tourmente administrative de changements et de modifications. Mais on a décidé de prendre les choses sous un angle positif, dans le sens où la réorganisation administrative, qui est vraiment une question administrative de gestion de diplôme, qui a conduit, il est vrai, à ne pas avoir de première année cette année, mais ce n'est pas du tout suspendu. Hein, on a une cohorte de deuxième année qui est en train de se former en ce moment. Cette situation administrative nous a conduit à saisir la balle au bond et dire, ah, eh bien, puisqu'il faut faire des modifications, faisons donc des modifications intéressantes et pertinentes pour la formation d'interprètes. Et donc, certaines des choses que l'on faisait, maintenant, on va les inscrire dans le marbre. Et puis, on va aussi élargir nos activités. Vraiment essayer de coller au plus près de la réalité de nos collègues interprètes en conférence, en médical, en judiciaire, en éducatif, aux frontières, en zone de conflit. L'ensemble des collègues, pas seulement au Canada, mais ailleurs, hein, puisque nous avons évidemment des étudiants et des professeurs du monde entier. Et voilà, on a décidé de faire de ces moments un petit peu difficiles une occasion de faire mieux. Comme on dit, Voilà. une opportunité qu'il ne faut jamais écrire dans un texte en traduction, mais qu'on entend énormément. On dit une occasion à saisir. Une Je occasion. le sais. Mhm. Merci. De rien. Ah. Alors oui, vous avez très bien réussi. Et donc, euh, donc, Glendon, le programme est bien vivant, mais parce que là, on assiste depuis la pandémie à une diversification des activités et à Zoom ou Team, mais c'est vraiment Zoom qui est vraiment omniprésent. Euh, ce que j'ai entendu dire que 80% de la charge de travail des interprètes en simultané, actuellement, peut-être en consécutif aussi, peut-être toutes catégories confondues, est sur Zoom maintenant, hein, c'est bien ça? Et c'est le cas pour moi, certainement. Et puis, comme mon client, je travaille surtout avec un client d'une autre province, du Nouveau-Brunswick, la majorité de mes affectations se font en ligne. Toutefois, j'ai le bonheur, bien sûr, d'avoir également des affectations en personne. Et ça, c'est cette diversité que j'aime, de pouvoir collaborer avec des collègues en cabine, parce que c'est pas la même chose. C'est vraiment pas la même chose. Quand on est en distance, on peut communiquer par WhatsApp ou bien une autre méthode de communication, mais en personne,
on s'entraide. On est vraiment en cabine. En tout cas, c'est comme ça qu'avec les collègues, on fonctionne. On a un carnet de notes entre nous. Puis, on note des choses, on cherche des choses. Et puis, oui, puis on se sent beaucoup moins seul aussi. Donc, c'est à ça que Glendon veut refléter, justement, cette nouvelle réalité-là dans son programme revue. C'est ce que je comprends. C'est bien ça? Alors, ben, ça, en fait, c'était déjà fait. La maîtrise, depuis sa conception, c'est-à-dire la première promotion a obtenu son diplôme en 2014. Donc en 2012, les activités de formation ont commencé. Et depuis le départ, c'est une maîtrise dont la première année est intégralement en ligne. Donc ce n'est pas quelque chose que nous allons rajouter au programme, c'est quelque chose qui est déjà là. Et depuis quelques années, la deuxième année est partiellement en ligne, majoritairement, je dirais en ligne, on va dire un tiers, deux tiers du temps. Donc, de ce côté-là, Myrlène en est un excellent exemple, hein, c'est fantastique. Nos diplômés, moi, m'impressionnent toujours avec leur littératie numérique, comme on dit, leur capacité à travailler en ligne, à utiliser des outils, etc. Donc, et sur l'intelligence artificielle, ça doit faire 5 ans, 6 ans qu'on a créé des cours dans ce domaine. Donc, la technologie, ce qu'on appelle l'interprétation simultanée à distance, tout ça, ça fait longtemps que c'est intégré dans nos programmes. Non, là où on veut avancer, c'est faire face à des besoins de la communauté. C'est-à-dire que nous, on observe qu'il y a de très nombreux collègues qui exercent dans différents domaines avec différentes langues. Ils n'ont pas accès à une formation. Il existe des offres de formation très intéressantes, hein, mais qui ne sont pas forcément la formation la plus adaptée pour leur permettre d'avancer professionnellement. Et donc, on est en train de travailler à l'élaboration d'un certificat. Nous espérons que celui-ci pourra être ouvert en septembre de l'année prochaine, hein. Là, on a déjà quelques confirmations. On attend janvier pour tout confirmer. Et ce certificat sera un certificat au niveau de la licence, donc pas du tout au niveau de l'obtention d'un diplôme d'un diplôme de maîtrise, mais vraiment un certificat pour des personnes qui auraient peut-être des langues que nous n'enseignons pas au niveau de la maîtrise, qui auraient peut-être une autre réalité, d'autres envies, peut-être pas de faire une maîtrise au complet, et qui travailleraient dans les domaines du médical, du judiciaire, de l'éducatif, voilà, les différents secteurs d'activité dans lesquels on observe beaucoup de mouvements en ce moment avec des langues, ce qu'on appelle les langues de moindre diffusion, des langues autochtones, des langues signées. Et ça, c'est quelque chose. C'est un projet sur lequel on travaillait depuis longtemps, hein. Andrew Clifford, donc, mon collègue et moi-même, parlons tous les deux la langue des signes américaine. Non pas que nous serions les. Oui, oui, non pas que nous serions les enseignants, hein. Nous ne sommes que des locuteurs, nous ne sommes absolument pas des enseignants. Ça demande quand même un autre niveau de compétence, mais nous avons tous les deux cet intérêt. Et pour ma part, je parle le crétois, qui est donc la langue autochtone de mon pays, enfin une des langues autochtones de mon pays. Et je me suis beaucoup intéressée également, j'ai étudié pendant 2 ans et demi l'Inuktitut. Donc, toutes ces réalités, toutes ces choses font que nous sommes extrêmement sensibles à ces questions. Et nous savons qu'il y a un besoin de formation, et ça fait longtemps qu'on y travaille, et maintenant on a décidé de le faire. Ça y est, on va créer ce projet, on s'est lancé dans ce projet. On espère aussi, comme ça, combler la brèche entre l'interprétation de conférences, n'est-ce pas, et les autres formes d'interprétation. Trop longtemps, ces deux univers se sont maintenus séparés, avec en plus, je pense, des perceptions erronées d'un côté comme de l'autre. Donc nous, on ne veut plus de ça. On sait que nos collègues aujourd'hui travaillent dans plusieurs domaines et on l'apprécie énormément. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de créer ce programme. Et puis on a d'autres choses aussi, hein. Mais je ne veux pas monopoliser la parole. On a d'autres choses pour la deuxième année de la maîtrise, également d'autres certificats, mais là pour des interprètes de conférences qui voudraient venir se former chez nous. Quand on parle de certificat, c'est l'équivalent de 2 sessions en temps plein de niveau universitaire? Non, Et c'est 30 crédits? C'est 30 non, crédits? Non, non. c'est quoi? Ce serait normalement 15 crédits. OK. 15 crédits, c'est un certificat. Il ne s'agit pas d'un baccalauréat, il s'agit d'un certificat. Donc, 15 crédits, il est possible de les prendre sur plusieurs années, hein, ça va dépendre. C'est vraiment quelque chose qui est pensé pour des gens qui ont une activité à côté et qui désirent passer à la vitesse supérieure en termes de compétences dans le...
Parce qu'on est en train. Oui. Oui, J'aimerais peut-être parler, moi, de mon expérience, puisque j'ai commencé en interprétation communautaire avec une langue peu utilisée, c'est-à-dire le créole. J'ai travaillé à la Commission de l'immigration du statut de réfugié, j'ai fait de l'interprétation juridique et médicale à distance. Donc, mais j'ai appris de façon très autodidacte. Parce qu'il n'y avait pas de formation. Bien sûr que j'ai observé les collègues qui faisaient leur travail, mais j'ai vraiment dû m'impliquer, travailler, bosser pour apprendre. S'il y avait eu ce programme à Glendon, je l'aurais probablement suivi parce qu'à l'époque, à Montréal, il n'y avait rien. Puis je cherchais, puis oui. Donc, c'est vraiment une formation qui est adaptée aux besoins du marché. Et je sais que j'ai beaucoup de collègues de l'époque qui auraient suivi ce programme s'il existait. il y Oui. avait une demande à Il y avait une l'époque. demande OK. à l'époque. Je pense qu'il y en a toujours une parce que c'est quand même, euh, on se sent beaucoup, il y a beaucoup d'insécurité quand on interprète. On veut s'assurer de bien rendre les propos du locuteur parce que c'est important. C'est très important lorsqu'on parle d'enjeux d'immigration juridique, médicale. Ce ne sont pas des choses frivoles. Ce sont des choses qui ont un impact sur la vie des gens. Donc, c'est très important de bien faire son travail. Donc, c'est pour ça qu'une formation donnerait certainement plus de confiance aux interprètes. Kinti? Et- Oui, merci beaucoup. Merci d'insister là-dessus, Myrlène, parce que quand on parle d'intelligence artificielle, du remplacement qu'il pourrait y avoir, oh, il y en aura, hein, ça, ne nous voilons pas la face. Et le marché est en train d'être complètement reconfiguré et ce n'est pas fini. Mais il s'avère que les langues de moindre diffusion, les langues autochtones, les langues signées sont des langues pour lesquelles il n'existe pas assez de données pour alimenter une intelligence artificielle sur les modèles actuels, du moins, qui Ça, fonctionnent exactement. vraiment sur des données très importantes. Or, avec ce genre de langue-là, il n'y a pas assez de données. Donc, il n'y a pas autant de possibilités. Mais ce n'est pas la seule raison. Il y a aussi non seulement les langues, mais les domaines. En interprétation médicale, en interprétation judiciaire, en interprétation en milieu éducatif, l'interprète prend des micro-décisions éthiques à chaque instant. On va sous-peser chaque mot. On va analyser la situation. À chaque fois qu'on rentre dans une pièce, d'ailleurs, avant même de commencer sa mission, on se demande, on se pose la question, quel est mon objectif, quel est mon rôle, quels sont les enjeux communicationnels de la séquence de communication que je vais interpréter. Et en fonction de ça, on va faire des choix qui peuvent avoir l'air tout petits, mais qui sont extrêmement importants et qui vont changer l'atmosphère dans la pièce, qui vont favoriser la confiance, la communication, enfin, selon les choix que l'on va faire. Et ça, une intelligence artificielle ne peut pas le faire. Donc, ce sont des domaines qui, à mon sens, sont appelés à se développer. Et c'est pour ça aussi que l'on veut accompagner les professionnels dans ce domaine-là. Parce que l'on sait qu'il y a véritablement un besoin, non seulement un besoin d'interprétation, mais aussi un besoin de formation pour les collègues. Je pense aussi que, comme Kinti l'a dit, c'est comme s'il y avait l'interprétation communautaire et l'interprétation de conférence qui est la grande dame de toutes les interprétations et que l'interprétation communautaire, c'est le parent pauvre. Je pense que s'il y avait une formation, justement, ça redonnerait ces lettres de noblesse à l'interprétation communautaire qui est tout aussi importante et qui souvent n'est peut-être pas rémunérée à sa juste valeur parce que c'est extrêmement exigeant. On parle ici de traumatisme vicarien. Beaucoup, beaucoup, parce que ce sont des situations très éprouvantes, très personnelles. On parle de la vie des gens. Donc, certainement qu'une formation permettrait d'améliorer les normes de travail pour ces interprètes communautaires. Tout En à fait fait, raison. il y a une charge émotive très forte. C'est ça. Mais en fait, c'est un peu ce qu'on avait vu avec Louis Jolicoeur dans le premier balado sur le premier épisode, pardon, sur l'interprétation. Qu'est-ce qui dissuadait un peu les gens de s'en aller en interprétation? Parce qu'il y a des gens qui sont tout à fait parfaitement bilingues, qui pourraient faire d'excellents interprètes. Est-ce que c'est pas la charge affective? Parce qu'on est dedans, là, on n'a pas de recul, on peut pas, on Hmm. l'absorbe. Si je peux me permettre, je suis une personne quand même extrêmement sensible et effectivement, je ressens tout ce que l'orateur dit. Mais en quelque part aussi, c'est mon cerveau qui prend la relève ici. Je ne suis plus dans l'émotion, je suis dans l'analyse. Je suis tout simplement, OK, parfait. Pendant que j'écoute ce que le locuteur dit, je dois interpréter, mais continuer à analyser ses propos. Et bien sûr que je peux ressentir des émotions fortes
Mais ce qui prend le dessus, ou du moins, je pense qu'avec l'expérience, c'est vraiment à cause de notre formation, justement. C'est ce qui prend le dessus. OK, je continue, je continue. Et heureusement, on ne fait que des tours de 30 minutes. Donc, si on doit s'écrouler après le 30 minutes, on peut le faire. Et Ben, aussi, on a comme des partenaires de cabine aussi. Si jamais on peut vraiment plus, le partenaire de cabine est là pour ça, pour nous soutenir, pour nous épauler. Et puis, c'est justement, on parlait un petit peu avec Louis Jocard des premiers interprètes de conférences à Nuremberg, qui, eux, ils ont eu la charge émotive. Et il semble-t-il que c'était des personnes, des Juifs qui s'étaient exilés, heureusement pour eux, mais qui sont revenus pour interpréter dans le cadre du procès. Alors, la charge émotive qu'ils devaient gérer là, continuellement, là, c'est extrêmement difficile. Donc, il faut avoir le cerveau fait pour ça. Et puis, il faut avoir aussi une motivation d'aider parce que je pense que on fait on met de côté le plus possible nos émotions pour se dire, si je reste bien centré, j'aide beaucoup plus la personne que si je m'effondre ou que je laisse aller mes émotions. Donc, il y a comme un jeu de valeur là qui est là. J'en parlais avec Stephen Godet, qui était aussi interprète, puis il me disait que lui aussi a travaillé avec des immigrants, puis il a entendu des parcours déchirants. Puis je lui demandais, j'ai dit comment tu fais pour gérer ça? Mais il dit c'est parce que à l'intérieur de moi, je sais que j'aide la personne à arriver au Canada, à se faire une vie meilleure. Est-ce que c'est un peu ça, Myrlène, aussi pour vous? Écoutez, je peux vous dire qu'il y a eu une instance lorsque la commissaire s'est arrêtée pour offrir des Kleenex à la demandeur, à l'interprète, et elle en a pris un pour elle-même. On a interrompu l'audience parce qu'il y Hmm. a des moments où on ne peut plus continuer. Il faut prendre une pause et c'est tout un geste tout à fait humain et normal. Mais D'accord. ensuite, on continue, on continue. C'est ça, c'est comme ça. C'est Et vraiment je crois que intéressant. c'est très intéressant ce processus. D'ailleurs, la question m'avait tellement interpellée que à Genève, j'avais fait mon mémoire de maîtrise sur le thème de l'interprète ému. Et il est vrai que on des tâches différentes. Enfin, il y a différentes réactions. Il y a l'idée de je repousse, j'y penserai plus tard. Et ma foi, chaque stratégie est ce qu'elle est, hein. Elle peut être tout à fait légitime. Chacun fait comme il peut. Nous Oui. avons en effet dans nos cours depuis longtemps déjà nous intégré une formation sur comment trouver des espaces de supervision, sur comment gérer ce genre de choses-là, parce que le réflexe de j'y penserai plus tard fonctionnera peut-être sur le coup et il va être au service de l'acte d'interprétation. Mais l'accumulation, si elle n'est pas régulée par la suite, va provoquer ce fameux traumatisme dont nous a parlé il y a un instant Myrlène. Euh, je pense qu'il est important de se rendre compte qu'il existe des techniques, tout comme les psychologues, les psychothérapeutes, je veux dire les psychologues cliniciens et les Ah oui, c'est vrai. psychothérapeutes ont des Mhm. méthodes pour pouvoir, ils ont plus d'espace que nous et nous devons les créer pour pouvoir faire face à ce qu'ils disent à la première personne, parce que c'est ça aussi. J'ai interprété aussi dans beaucoup de circonstances. Oui, C'est violent. ah, pardon. OK. Parce que ça avait, ton propos a été interrompu, Kinsey, donc si tu peux reprendre peut-être. Merci beaucoup, Myrlène. Oui, donc c'est violent cette situation. Je pense qu'il est très important donc d'apprendre à la gérer, apprendre à la vivre et à la transférer. Il faut utiliser notre voix, notre respiration. Quand on coupe ici la respiration, l'émotion va passer différemment. On utilise son souffle différemment, de façon à ce que l'émotion ressentie puisse passer à travers nous. Et une fois que ça c'est fait, ça nous facilite beaucoup plus le travail au niveau psychologique par la suite. Le refoulement sur le coup peut être efficace momentanément, mais ne permet pas, et c'est pour ça que l'histoire de Myrlène est superbe, vraiment merci de l'avoir racontée, parce que Oui, il faut que merci. ça sorte sur le coup et qu'on puisse continuer à travailler. Et ce sont des techniques professionnelles. On ne parle pas là juste d'anecdotes, mais vraiment de techniques professionnelles qui doivent être enseignées et qui permettent l'exercice de l'activité et du métier de la façon la plus sûre pour l'individu et de la meilleure qualité pour la communication. Je m'excuse de vous interrompre, Sylvie. Il y a des gens dans la salle Ah, d'attente. qui sont arrivés? Oui, Oui. merci. Alors, je vais les accepter.
Il y a Ayoub, je sais pas si c'est Ayoub, pardon, Ayoub. Je sais pas si vous le connaissez. Puis il y a un autre, un invité, un participant mystère. J'ai juste vu iPhone. Ça fait que. Je connais bien ce nom de famille, iPhone, oui, j'en connais beaucoup. Alors, je crois que j'ai accepté. Je vais voir s'il y en a d'autres. Je pense que c'est beau. Merci beaucoup. C'est Joumana. Merci. Bonjour. 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 Alors, ça, c'est un aspect qui je trouve vraiment intéressant dans le programme de Glendon parce que je me dis, il y a des situations qui sont vraiment incroyablement difficiles, puis vous êtes aux premières loges. Moi, je suis traductrice et je sais que je traduis des choses qui sont difficiles, mais je peux me lever de ma chaise puis aller prendre un marché pendant 10-15 minutes. J'ai ce luxe-là que l'interprète n'a pas. Alors ça, c'est vraiment important. Et Je si je me voulais, permets, oui, nous avons eu très récemment, parce que nous avons un cycle d'ateliers professionnels que nous mettons en œuvre là en ce moment. Et l'un d'entre eux, récemment, portait justement sur le bien-être de l'interprète. Et il y a tout un volet dans le bien-être de l'interprète, entre le stress du travail, le fait que nous travaillons, beaucoup d'entre nous, comme des travailleurs indépendants autonomes, hein, à la pige, ce qui aussi veut dire que nous savons notre propre entreprise, que nous devons gérer certains stress financiers, administratifs, etc. Il y a également cette partie-là qui est très importante. Et vraiment, la collègue en parle beaucoup mieux que moi, hein, Athena Matilski explique très bien comment nous devons, en tant que professionnels, de prendre en compte cette dimension-là de notre travail. Et c'est pour moi un apport fantastique. Encore une fois, dans notre métier, c'est très important, l'interdisciplinarité, c'est pour ça aussi que c'est important d'enseigner au sein d'une université. Et l'apport de la psychologie et de la psychologie clinique notamment, mais pas seulement, parce qu'on a fait beaucoup, on a beaucoup réfléchi sur le fonctionnement au niveau cognitif de l'interprétation, mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autres aspects dans la psychologie, notamment la psychologie clinique, qui peuvent vraiment informer notre travail et nous aider à vivre mieux notre profession et puis à exercer mieux notre métier. Euh, oui, lors- Myrlène. Lorsque je me prépare pour un examen, j'ai toujours des rituels. Peut-être, je commence peut-être un mois et demi à l'avance, je fais plus d'exercices, je fais de la marche, je fais plus de méditation. Euh, c'est comme si j'étais une Olympienne, en fait. C'est que je sais que lors de l'examen, c'est pas seulement ma prestation lors de l'examen, il faut que je sois détendue, ben, en tout cas, du mieux que je peux, hein, parce qu'il y Mieux, a des oui, choses, c'est ça. on peut pas tout contrôler. Euh, Tout ce qui, exactement aussi pour stimuler mes neurones. Hein. Avant l'examen, je vais faire de la méditation pleine conscience, je vais faire des vocalises, je vais m'activer pour que le sang monte. Euh, tout ça, ce sont des choses, et chanter aussi pour me détendre, ce sont des choses que je fais avant un examen. Donc, c'est très clair que l'interprétation, oui, ça se passe ici, mais ça se passe dans tout le corps. C'est Effectivement. important. Oui, oui, il faut être en bonne santé. Et c'est très exigeant physiquement parce que 30 minutes d'interprétation brûlent énormément de glucose cérébral. Énormément. Et c'est pour ça qu'après, Intéressant. oui, un interprète ne peut pas travailler 2 heures seul parce qu'après, je sais pas, j'ai déjà entendu des gens qui l'ont fait, mais je sais pas dans quel état ils se sont ramassés après. Et c'est Sûrement. ça. Oui, oui, on les a ramassés à la cuillère, mais c'est extrêmement exigeant. Effectivement. Puisqu'on est dans le volet bien-être aussi, il y a des problèmes avec les oreilles. Vous devez protéger votre ouïe parce que vous n'avez pas le contrôle nécessairement de tout l'appareillage et il y a des accidents qui arrivent. En effet, oui, c'est une réalité double. D'abord, le premier volet, c'est que nous sommes en effet maintenant, nous n'étions pas en mesure de tout contrôler avant car nous n'étions pas techniciens ou techniciennes. Et c'est toujours le cas quand on travaille sur site. Mais nous sommes accompagnés de professionnels. Euh, Quand nous travaillons de la maison, nous devenons techniciens, techniciennes. Nous devons assumer ce rôle. Nous devons nous-mêmes nous prémunir contre toute difficulté, et notamment celle par rapport au son. Et là, j'en viens à l'autre aspect. Euh, Notre travail par rapport à la qualité du son. Il y a deux choses ici vraiment importantes par rapport à la qualité du son.
Premièrement, il y a les chocs acoustiques. Alors évidemment, là, un choc acoustique, c'est une modification violente de De l'ouïe, n'est-ce pas, Kinti? volume, pour être clair, du son, qui fait que nous ressentons un choc. Moi, ça m'est arrivé récemment, hein. Ma connexion Internet est instable. Ça va revenir? C'est bon? Je suis là? Merci beaucoup. Oui, oui, oui. Merci beaucoup. Donc, premièrement, nous devons contrôler cet aspect-là, l'aspect parce que ça peut créer vraiment des accidents qui conduisent les collègues à l'hôpital et interrompent leur activité À professionnelle. l'hôpital, parce que Alors, ça crée des maux de tête violents, des nausées, ça peut causer aussi des pertes de conscience. Enfin, c'est très, très fort. Un choc acoustique, c'est extrêmement violent. Et bien sûr, des pertes de qualité d'audition. Alors, il y a après d'autres choses qui sont probablement, on pense que la compression du son en ligne affecte, et il y a encore des recherches en ce moment sur la question, mais affecte fortement les collègues. Et donc, il y a une véritable difficulté. Il y a de l'hyperacousie par la suite. Nous avons des acouphènes, différentes difficultés qui ont conduit beaucoup de collègues à quitter la profession. Donc, nous, on se penche beaucoup là-dessus. Et encore une fois, on a des formations là-dedans. Au sein de la maîtrise, et en dehors, d'ailleurs, là, je vois qu'il est là, Xavier. Xavier est en train oui, d'organiser pour bientôt une formation là-dessus pour que les interprètes sachent qualifier le son, sachent l'évaluer, sachent en parler et communiquer avec un technicien ou une technicienne sur la question, et que nous puissions ainsi nous prémunir contre ce genre d'accident, en ayant une véritable éducation au son et en sachant nous doter des instruments et des outils nécessaires pour éviter ou réduire la probabilité, car éviter complètement ce n'est pas possible, ce genre de situation. Donc voilà, oui, c'est très important et ça fait partie, en fait, à Glendon, la profession, pour nous, ce n'est pas juste apprendre à interpréter dans un micro pendant une demi-heure, c'est c'est ce apprendre à que je vois. préparer, Oui, c'est ça, hein. c'est beaucoup plus complexe, à être un entrepreneur, apprendre à être un technicien, une technicienne, enfin bref, il y a énormément d'aspects dans la formation d'un interprète qui vont bien au-delà de nos 30 minutes au micro. Vous avez parlé aussi de travailler en équipe dans la cabine. Ça, c'est quelque chose, on pense que c'est facile. Non, c'est pas simple. Non, c'est pas simple, mais c'est extrêmement enrichissant parce qu'à la maison, on peut le faire. Bien sûr, on peut écouter ses collègues sur Zoom, mais encore là, on doit communiquer par ce qu'on appelle un clavardoir, un chat sur WhatsApp ou autre, et c'est pas aussi instantané. Mais quand on est en cabine, on se sent vraiment épaulé. Et si, par exemple, je regarde, j'ai juste à regarder ma collègue. Comme ça, je me tourne, puis elle sait très bien, OK, je dis, là, ou bien j'écris un mot, ou je dis, OK, ben ça, cherche pour moi. Puis elle cherche pour moi, puis elle me l'écrit, puis ensuite, je peux me rattraper. Mais c'est à ça que ça sert les collègues. Ou bien encore, si j'ai une canne de tout, hein, qu'est-ce que je fais quand j'ai une canne de tout? Ben, j'ai ma collègue qui est là pour me soutenir, pour me remplacer. Donc, on se sent moins seul. Également, moi, ce que je sais, c'est que quand je travaille avec des collègues beaucoup plus chevronnés que moi, c'est là que j'ai appris à interpréter. C'est en écoutant. Donc, parce que bon, en sortant de la maîtrise, bien sûr, on est qualifié pour travailler sur le marché, mais dans les années qui suivent, c'est là vraiment qu'on apprend à maîtriser l'interprétation de conférence, qu'on apprend les petites subtilités. OK, je dis, moi, j'aurais pas dit ça comme ça, mais cette personne-là dit ça comme ça. Pourquoi? Puis peut-être que sa formule est meilleure que la mienne. On est toujours en train de se poser des questions. C'est constant, c'est constant, constant, constant. Donc, moi, c'est ce que j'apprécie quand je travaille en personne. C'est certainement plus exigeant que de quitter ma maison, etc. Mais c'est aussi très enrichissant. Justement, une chose que j'ai remarqué en parlant avec d'autres interprètes que vous, là, il y en a qui travaillent pour des agences et ils savent pas avec qui ils vont travailler. L'agence va les mettre, les pairer à un autre interprète, puis ça va marcher ou ça marchera pas. Vous avez l'air à avoir des équipes, avoir des collègues avec qui vous faites régulièrement, vous C'est- travaillez régulièrement. Oui, oui. Oui, Oui. j'ai des collègues, ben, pour un client en particulier, celui du Nouveau-Brunswick, par exemple, c'est pratiquement toujours les mêmes collègues avec qui je Ah oui, travaille. d'accord. Également avec certaines agences avec lesquelles je travaille. Mais en fait, on finit par se connaître. C'est un petit milieu, on finit par se connaître. Ah, c'est ça, là. Oui, Ah, oui, oui. d'accord. Oui, oui, j'ai OK. une collègue avec qui je travaille souvent, justement, qui est à l'écoute, Claudia. Bonjour, Claudia. Euh, et puis, oui, on finit par se connaître. Et c'est sûr qu'on ne peut OK. pas toujours s'entendre très bien avec les collègues, hein. C'est normal, on est tous des êtres humains. Par contre,
Et ce sont pas tous des amis, mais ce sont tous des collègues. Des collègues. OK. Exactement. Oui. Ah, vraiment, merci de dire ça, Myrlène, parce que pour moi, c'est très important. Je pense que Andrew Clifford dit souvent qu'il a créé la maîtrise dans laquelle il aurait voulu étudier. Et Mm. moi, euh, j'ai créé, enfin, forgé avec lui la maîtrise pour former les collègues avec qui je veux travailler. Ah, ça vient de se figer. Interprète, le client ne va pas dire le deuxième interprète de la troisième demeure, pardon, encore mon internet instable, euh, voilà, je suis de retour, je suis de Oui, retour. oui, oui, oui. Excusez-moi, il y a un souci technique, ils sont en train de faire des travaux dans le couloir, c'est absolument atroce. Euh, donc, non, là, euh, je pense que la qualité du travail par le client, elle est jugée par le client, non pas en se disant le deuxième interprète de l'équipe de l'après-midi, mais en disant l'interprétation était bonne ou était mauvaise. En général, ils diront la traduction en général d'ailleurs. Et que ce soit le technicien, que ce soit l'un ou l'autre, ça n'a pas d'importance. Nous devons travailler en équipe en amont même de la conférence. Et c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et je me souviendrai toujours de cette équipe de diplômés de Glendon en cabine arabe qui ont été embauchés pour aller interpréter au groupe des 77, la réunion du groupe des 77 à Cuba, il y a peut-être 2 ans. Et ils ne se connaissaient pas. Ils étaient tous les quatre issus de promotions différentes. Et ils ont travaillé en équipe. J'ai eu des retours dithyrambiques de la part des collègues et du client même en disant, mais quelle équipe incroyable, on voit bien qu'ils ont étudié ensemble. Et ça m'a beaucoup fait sourire parce qu'ils n'avaient pas étudié ensemble. Ce qu'ils ont appris à faire, c'est à travailler en équipe. Et donc, moi, tous les jours, je pousse la porte et je trouve un autre collègue. À l'Union européenne, encore plus, hein, on était des centaines. Mais à chaque fois, il faut savoir travailler avec le collègue. Et c'est ça qu'on doit apprendre à faire. Apprendre à établir un rapport, à respecter l'espace de l'autre tout en lui offrant tout de même du soutien sans l'envahir. Ces choses-là, il faut les apprendre dès le début. Je crois que c'est très important. Ce sont Et, des choses. Oh, pardon, Sylvie, non, allez-y. vas-y, Non, je allez-y. veux dire, ce sont des choses qu'on nous enseigne à Glendon, l'étiquette en cabine. Souvent, on en rit parce qu'il y a des comportements qu'on trouve drôles, comme dans les avions, hein, les gens qui enlèvent leurs chaussures, etc. Ce sont des Ah choses oui? comiques. Oui, 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 ce sont des choses. Oui, oui, on en rit. Ou bien des gens qui mangent. La cabine est assez petite. Donc, si je devais manger, par exemple, un sandwich au thon dans la cabine, ce serait peut-être pas bien accueilli, par exemple. Mais oui, mais ce sont des choses qu'on nous enseigne parce que ça semble évident, mais ça l'est pas toujours pour tous. Donc, ce sont des choses qu'on apprend en Glenn. Alors voilà. Et puis, tu as dit quelque Et, chose que j'aime beaucoup, Myrlène. Pardon, Sylvie. non, Tu as non, 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 dit je vous écoute, c'est bien. Tu as dit, et j'aime beaucoup ça, que tu continues à apprendre. Et je pense que la grande différence pour moi entre des personnes qui ont eu accès à une formation à l'interprétation et des personnes qui ont appris sur le tas, et j'ai pour ma part appris sur le tas les premières années de ma carrière, hein, donc Les deux, hein? j'ai fait les deux. Non, J'ai mais je veux dire, commencé. Ah oui, toutes Myrlène les deux, oui, aussi, oui. vous avez toutes les deux appris sur le tas. Au début, et puis après, j'ai fait la maîtrise de Genève parce que j'ai senti que j'avais besoin d'une formation. Et la formation m'a appris beaucoup, mais elle m'a surtout appris à apprendre. Appris à me réécouter, à savoir quoi écouter quand je m'écoute, à ne pas me juger selon des espèces de normes absolument inatteignables, mais à ne pas non plus être complaisante par rapport à mon travail, sans toutefois me sentir insultée ou humiliée dès que je n'ai pas fait la plus belle des choses, la plus merveilleuse des choses. Et ça, cet apprentissage de ce qu'on appelle la pratique délibérée, c'est-à-dire cet apprentissage, ces exercices au quotidien, ça m'a permis et ça me permet encore tous les jours de continuer à progresser. Tous les ans, en début de saison, en septembre, je m'entraîne. Je me réécoute pour voir où j'en suis. Et parfois, avant une séance importante, une session importante, je le refais. C'est ça qu'on apprend dans un programme, à continuer à progresser après le programme. On est prêt pour, évidemment, les collègues sont tout à fait prêts à travailler une fois qu'ils ont la maîtrise, mais on continue à progresser et ça me touche beaucoup que tu le dises, Myrlène, parce que c'est vraiment quelque chose d'important pour nous. Et je veux justement, l'après, revenir à l'intelligence artificielle. C'est là que l'intelligence artificielle devient bénéfique pour vous. C'est qu'elle vous permet de continuer à apprendre, mais avec des applications qui vous permettent de produire des balados, de condenser l'information, vous la prenez plus vite parce que ce qu'on ne sait pas quand on n'est pas interprète, c'est que vous avez plusieurs heures d'études à faire avant de commencer une mission. Alors, si vous Oui. pouvez les raccourcir, les optimiser avec l'intelligence artificielle, Mais euh,
C'est Oui. surtout parce que souvent, on demande aux clients de nous fournir les documents pertinents, puis c'est pas Mhm. toujours possible. Le client, des fois, n'a pas le temps, oublie. Donc, on doit vraiment se débrouiller avec les moyens du bord et aller chercher les informations par nous-mêmes. Et c'est là que l'intelligence artificielle revêt toute son importance, dans le sens que, par exemple, bien sûr, je tiens à spécifier, je pense que c'est très important de ne pas utiliser les documents du client confidentiels et les mettre dans Google Chrome, Notebook ChatGPT, LM, ouais. etc. OK? C'est très important. Donc, si ce sont des documents, des sources que je trouve sur Internet, des sources publiques, des sources bilingues, très souvent, j'ai fait l'effort d'aller chercher des documents bilingues et je les téléverse dans Notebook LM pour pouvoir créer une base de données que je peux utiliser par la suite pour créer, comme j'en ai dit, un balado, un vidéo, une arborescence qui me donne les points pertinents, les plus importants de ce dont on va discuter, des guides d'études. Je peux, grâce à des commandes dans le furteur créé par cette plateforme, demander à la machine de me créer un glossaire bilingue avec les termes pertinents. Surtout quand c'est technique, dans les deux langues, et de le formater pour que je puisse l'exporter dans Excel. Ensuite, que je puisse l'exporter dans Anki pour me faire des cartes, des flashcards, comme on dit. Euh, et pendant l'affectation, s'il y a une question, ah mon Dieu, mais de quoi il parle? Je peux utiliser mon moteur de recherche que j'ai créé dans Notebook LM pour faire des recherches. Et là, il va me sortir tout ce qui est pertinent par rapport à la question que j'ai. Myrlène, vous parlez justement c'est Google Note LM? Notebook, ouais, je le Notebook mélange. LM. Non, non, Ouais. mais Mhm. j'aimerais ça que vous en parliez un petit peu plus parce que c'est fantastique, Oui, c'est fantastique parce que c'est puissant. et on élimine les hallucinations, bien Ah oui? sûr, à condition qu'on aille chercher des documents qui ont été validés, Oui. oui, oui, c'est ça, tu sais, qui sont pas en train de raconter des sornettes. Donc, on peut se fier à cette plateforme parce que nous, on aura validé que l'information est pertinente, authentique, véridique. Donc, il n'y a pas le danger que la machine invente des choses qui va tout simplement nous mener sur la mauvaise voie. Donc, c'est un des avantages. Et il y a vraiment tellement d'informations, tellement de façons de l'utiliser. Moi, je sais qu'il y a des collègues qui utilisent les podcasts créés par la plateforme pour se pratiquer, l'utiliser comme un discours, puis ils l'interprètent. Donc, les possibilités sont vraiment infinies et je pense que cette façon d'utiliser l'intelligence artificielle et ne pas nécessairement en avoir peur. Il faut se dire que on va maîtriser. C'est comme par exemple si je décidais de, je sais pas moi, de conduire un bolide de Formule 1 demain sans avoir été formé, sans aucune expérience. Bien sûr que j'aurais peur et j'aurais peur de me casser la gueule. Par Mhm. contre, si je sais comment maîtriser la machine et que la machine, je n'ai pas peur que la machine me tue, me fasse disparaître ou quoi que ce soit, ben, je suis en bien meilleure position aussi pour mon avenir en tant qu'interprète. Parce que je pense que Kinsey, on en a parlé dernièrement, l'intelligence artificielle, bien sûr, il y a des côtés négatifs, mais il y a certainement des avantages qui peuvent aider les interprètes dans leur carrière et à l'avenir. Et c'est la seule façon qu'on pourra demeurer pertinent. J'ai compris aussi, hier, j'ai parlé avec Andrew, il parlait de DeepL. Beaucoup d'interprètes utilisent DeepL, qui est quand même un des moteurs de traduction les plus performants, que c'était possible d'ajouter presque en direct, un terme pour que quand notre collègue prend le relais, ben, il réutilise la même terminologie que nous quelques minutes auparavant. Est-ce que Mais c'est c'est tout bien à ça? fait juste, bien sûr. Fait que quand on utilise DeepL, on rentre, on peut suggérer la traduction au collègue et par la suite, c'est comme si on garde hein, dans la boîte de discussion de DeepL, on voit tous la terminologie qu'on a cherchée. Donc, on n'a pas besoin, on peut noter, bien sûr, mais tout est là. Donc, et même quand je suis seule à la maison et que le collègue est loin, puis j'ai pas le temps de taper dans le chat, peux-tu chercher pour moi? Ben, moi aussi, Mm. j'ai ma fenêtre de DeepL qui est ouverte pour me dire, OK, là, j'ai un blanc de mémoire. Qu'est-ce que je dois dire ici? Oui, c'est-à-dire que le travail de l'interprète, c'est complexifié
Parce que Ah maintenant, oui. euh, quand on parle de multitasking, là, je vous dis, on est technicien, on fait des recherches en même temps, on fait tout. Et tout ça en restant vraiment concentré sur la tâche qu'est l'interprétation. On fait nos recherches. Et là, ça veut dire qu'il y a d'autres techniques qui rentrent en ligne de compte. On a plusieurs techniques en interprétation. Bon, on appelle ça le découpage, le recul. Bien, on doit justement essayer de garder l'attention, puis ensuite être en mesure de réintégrer le terme manquant plus tard. Donc, il faut se rappeler, OK, là, j'ai pas dit ça. OK, je continue. Quel est le moment opportun pour moi de réintégrer cette information que je n'ai pas pu dire auparavant ou pour laquelle j'ai fait une paraphrase, par exemple. Ou encore parce que la structure de la langue ne nous permet Mhm, pas de mettre cette information-là à ce moment-là. C'est pas exactement. idiomatique, mais on veut Mhm, pas la perdre. exactement. Vraiment, là, ça me fait. Myrlène, j'ai toujours des étoiles dans les yeux quand je te regarde et quand je t'entends parler parce que il y a C'est rien de plus. émouvant, hein? C'est vraiment Oui, c'est émouvant. émouvant J'adore ça. Merci. parce on a travaillé ensemble et j'ai eu l'honneur d'être sur le chemin de Myrlène et de tous les étudiants que j'ai rencontrés. Et ce que tu dis est tellement vrai. Oui, c'est une, c'est comme la Formule 1 par rapport à la voiture. Il faut d'abord avoir le permis voiture. Il faut d'abord faire du vélo, peut-être même, je dirais. On commence avec une bicyclette et on termine avec un véhicule plus avancé. Et donc, je pense vraiment que ça, c'est important. C'est comme ça qu'il faut l'envisager, comme une compétence ajoutée. Si on ne sait pas interpréter sans l'intelligence artificielle, on n'y arrivera pas avec. Et c'est pour ça d'ailleurs que, parce que nous, on a rajouté la formation avec l'intelligence artificielle il y a 5 6 ans. Et on s'est dit, là, maintenant, on est en train de créer justement les certificats professionnels, un certificat professionnel pour des gens qui voudraient revenir à la maîtrise pour prendre quelques cours là-dessus. Euh, ou alors, bon, on a aussi pensé à faire ça pour des gens, et ça devrait commencer normalement en septembre, qui veulent rajouter une langue ou modifier une langue en disant, bon, ben voilà, j'ai un C, je vais en faire un B, etc. Ou je veux rajouter un C. Mais également des personnes qui voudraient apprendre à utiliser les outils tant de l'interprétation à distance que de l'interprétation assistée avec l'intelligence artificielle. Et pour moi, c'est la bonne façon de procéder, c'est-à-dire d'abord apprendre à marcher avant d'essayer d'apprendre à courir. Exactement. Puis moi, je voudrais revenir aussi sur le fait que l'AIC, c'est votre association, propose justement une espèce d'organigramme pour que les interprètes puissent présenter à leurs clients, parce qu'il y a des clients qui ont un budget limité pour l'interprétation, mais qui en ont besoin, et pour que l'interprète puisse dire, ben oui, on peut vous offrir ça, l'interprétation automatique, par exemple, mais il y a un risque. Ça coûte moins cher, mais il y a un risque. Est-ce que vous l'assumez? Autrement dit, on renvoie le risque au client. Ou si vous avez de l'interprétation humaine, ben ça va être de meilleure qualité. Là, je pense qu'il y a aussi ça là, de côté entrepreneur de l'interprète, c'est de négocier avec certains clients qui auraient tendance à tourner les coins ronds puis à faire appel à l'interprétation automatique. Sylvie, si je peux me permettre, on a Xavier ici de l'île Goupil qui est avec nous et avec Stephanie Seaton, qui sont des étudiants de Glendon à la maîtrise qui ont pris les devants, qui ont décidé de lancer une série d'ateliers de perfectionnement professionnel pour les interprètes auront lieu au cours des prochains mois. Et notamment, il y en a un prochain avec Corinne McKay. Connaissez-vous Corinne McKay? De nom, je la vois sur LinkedIn, Oui, elle est très active. et très, très active. Corinne, je pense, c'est d'une des personnes qui connaît mieux en tout cas, le marketing, comment gérer une entreprise en service langagier. Donc, Oui. je pense que, Xavier, est-ce que tu peux peut-être allumer ton micro puis nous en dire un peu plus sur l'atelier pour Ah Corinne? oui. Oui, ça fait plaisir. Je peux ouvrir ma caméra pour l'occasion, ici. Alors, bonjour tout le monde. Oui, donc ma collègue de travail, Stéphanie et moi, on organise une série d'ateliers pour interprètes pour nous aider à financer les frais de voyagement de nos intensifs cette année à Glendon. Et c'est des formations très, très appropriées pour des interprètes de tout niveau, là. Il y avait Kinty ce mois-ci qui a fait un séminaire très réussi sur un refresher sur le note-taking. C'était très intéressant. J'y ai participé. On va voir en décembre Colin McKay qui va parler de la gestion de stress, un peu comment faire du marketing auprès des agences d'interprétation, auprès des clients directement, comment gérer
une boîte d'interprétation parce que c'est parti en freelance, je crois, d'abord comme traductrice, puis comme interprète, et elle donne vraiment beaucoup de séminaires à chaque année, je crois, autant à l'ATA qu'à son propre compte. Alors, on invite tout le monde ici qui est ici présent, qui a envie d'avoir des formations supplémentaires à venir à nos séminaires. Ça aide à la cause de la qualité de l'éducation des interprètes au deuxième cycle au Canada et ça aide aussi tous ceux qui veulent y participer. Donc, on a aussi Hélène Campbell qui va venir en avril faire un intensif de 3 jours sur, elle aussi, une formation sur la prise de notes. On aura en mars Laura Holcomb, qui est une interprète, je crois que c'est une diplômée de Glendon, et celui qui a été l'assistant son très très longtemps dédié à la maîtrise d'interprétation de conférences à Glendon, qui vont offrir un séminaire sur la qualité du son. Alors, déjà, comment décrire le son, savoir quel son peut être néfaste pour l'oreille de l'interprète, comment bien s'équiper pour son client comme pour soi-même, comment gérer toute la question du son dans les contrats. Ça va être très, très intéressant. Alors, vraiment, je conseille quiconque à venir. Je vais mettre le lien de notre site web dans le chat. Oui. Merci, puis je vais le mettre dans le descriptif de l'événement qui va être sur YouTube et sur Spotify. Merci, Xavier. Merci beaucoup. Donc, vraiment, un programme intéressant. Ce dont Xavier parlait, c'est que moi, j'ai fait la maîtrise en 2020. Cette année, c'est-à-dire durant la pandémie. Donc, on attendait toujours le moment où on pourrait se rendre sur le campus de Glendon. C'était toujours, OK, remis à plus tard parce que selon les... Ouais. Et finalement, on a fait je l'ai fait en ligne. Mais chaque année, il y a des professeurs invités qui viennent sur le campus pour partager leur expertise, notamment Hélène Campbell, un membre de l'AIC aussi qui a travaillé pour l'Union européenne, Andy Gillies aussi, professeur émérite, qui enseigne entre autres l'interprétation consécutive, tout comme Kinsey. Mais oui, il y a Ahmed aussi. Je me rappelle plus du nom de famille d'Ahmed Kinsey. Ahmed El-Kramlousi. Merci. Entre autres. Et ce sont tous de grands interprètes qui donnent de leur temps. Et dans ce cas-ci, c'est que à cause de problèmes de soucis financiers, l'université n'est pas en mesure de payer pour le frais de déplacement et tout. Et c'est à ça que servent ces ateliers. Vraiment. Et ils sont vraiment fantastiques. Et c'est vraiment tout ce qu'ils demandent là, dans ce cas-ci. Et je pense que ce serait une bonne idée de faire d'une pierre deux coups, de participer à ces ateliers de perfectionnement professionnel et voilà, une bonne cause. Intéressant, très intéressant. On a fait pas mal le tour. Est-ce qu'il y avait, on a vu l'intelligence artificielle, les bons côtés, la formation que vous donnez, qui va évoluer aussi parce que là, on s'en va vers l'intelligence, l'IA générale, hein? C'est ça? La prochaine en 2026? Alors, est-ce que ça va poser des difficultés? Est-ce que ça va être mieux ou ça fera pas de changement pour nous, l'IA générale? Je pense ici qu'il y a aussi c'est quelque chose qu'on oublie, c'est l'acceptabilité sociale de toutes ces nouvelles technologies. Je pense qu'il y a encore une certaine réticence de la part du public en général, du moins, à utiliser ces technologies. C'est très bien pour faire des vidéos drôles sur Facebook, de chats, etc. Mais les employés dans les entreprises ont peur d'être remplacés et c'est justifié parce que c'est ce qu'on entend. C'est le narratif dominant. L'IA va vous remplacer, vous allez perdre votre emploi. Donc, il y a une certaine réticence à utiliser ces technologies, même lorsqu'elles sont intégrées dans les entreprises. Donc, ça, c'est la première des choses. Moi, je pense que il y a quelque chose qu'on dit en anglais, no die enemy, n'est-ce pas? Supposons que l'intelligence artificielle est notre ennemi. Mais il faut apprendre à le connaître avant de dire, ah, j'ai peur, je reste caché, puis je mets la tête dans le sable. Non, apprenons à connaître l'intelligence artificielle. Et si un jour il y a The Rise of the Machine, je fais une blague, là, mais on saura quoi faire. Parce que si on se cache, comment savoir à quoi on a affaire? Moi, je dirais que c'est comme avec l'interprétation en ligne. Beaucoup de nos collègues, quand Andrew a créé la maîtrise, étaient très sceptiques.
pour dire les choses pudiquement, quant à l'interprétation en ligne et l'enseignement de l'interprétation à distance. Et je crois qu'Andrew a été visionnaire. Il faut prendre le taureau par les cornes. L'interprétation en ligne est là pour rester. L'interprétation assistée par intelligence artificielle et l'intelligence artificielle est également là pour rester. Maintenant, nous avons deux possibilités. Soit nous faisons l'autruche et nous faisons comme si ça n'existait pas, soit nous décidons d'être aux manettes, d'orienter l'évolution de ces outils pour qu'ils soient au service d'une meilleure communication. Et ça, c'est important. Et ça va tout changer, plutôt que de laisser la technique guider les évolutions ou l'intérêt financier. Nous, on a l'intérêt de la communication à cœur, et c'est pour ça qu'il faut qu'on ait notre place à la table, voire même, et qu'on soit les personnes qui vont définir ces nouveaux outils. Je suis très fière que parmi nos diplômés, il y a des gens qui travaillent dans ce domaine aujourd'hui. Je me dis toujours, chaque année, je regarde le groupe et je me dis, qui est le geek dans la pièce qui va devenir le prochain génie de l'intelligence artificielle et de l'interprétation? Mon dernier épisode du balado, c'était votre geek, Olivier Lepage. Ah, Olivier. C'est quelques années, je crois, qu'il a terminé, mais oui, il était dans la première cohorte. De sa promotion, je pense que c'était lui le geek. Oui. Participant dans la salle d'attente, désolée Sylvie. Il y a encore des gens. Il y a encore des gens qui se joignent à nous, mais oui, imaginez. C'est un peu tard, mais mieux vaut tard que jamais. Exactement, oui. Alors, on est un peu sur la fin. Il nous reste 5 minutes. Est-ce que vous avez par exemple, Kinti, en votre qualité de directrice, adjointe, parce que c'est Andrew, et malheureusement, il n'a pas pu se joindre à nous. Avez-vous autre chose à nous annoncer? Là, Xavier en a annoncé, en fait, quelques annonces. Bon, oui, Andrew était occupé parce que nous sommes en train de faire la campagne de recrutement pour les étudiants qui veulent se joindre à nous directement en deuxième année. Les personnes qui auraient déjà eu une formation en interprétation de conférence ou un peu d'expérience en interprétation de conférence peuvent passer un test pour entrer directement en deuxième année. Et Andrew vient de terminer un premier atelier pour expliquer un tout petit peu et parler avec ses candidats potentiels pour les préparer à passer ce test. Et puis, il y a également aussi la campagne de recrutement pour la première année, qui est quasiment officielle, et donc voilà, pour rentrer en première année. Mais je voudrais aussi dire que ce qui nous différencie quand même de bien des façons, et je crois que c'est important de le savoir, c'est que nous ne travaillons pas qu'avec le français et l'anglais. Et je crois que ça, vraiment... C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, on n'a même pas effleuré, un peu effleuré ce sujet. Voilà, mais pour nous, Alors, c'est communautaire, mais pas seulement, pas seulement. Non, effectivement, on fait du judiciaire, du médical, etc. Et ça, c'est vrai. On couvre beaucoup de facettes du métier, et ce qui est très important. Mais on couvre également, même au niveau de la maîtrise en interprétation de conférence, le russe, le mandarin, l'espagnol, le portugais, le français. Quoi d'autre? L'arabe. L'allemand et l'ukrainien, le turc ont été également enseignés à plusieurs reprises. Donc, en fonction de la demande, nous avons une offre assez large, tant qu'il y a évidemment un besoin en termes de conférences. Nous ne formerons pas des collègues s'il n'y a pas de marché en conférence dans la langue en question. Mais en communautaire, oui, bien sûr. Donc, vraiment, et pour différents types de marchés, pour les organisations internationales, pour le marché privé, pour le marché, pourquoi pas, du fédéral également, bien sûr. Mais nous avons des collègues qui viennent de la Cour pénale internationale, de l'OEA, des Nations Unies, de l'Union européenne. Donc, et des collègues aussi qui travaillent sur toutes sortes de marchés privés. Et ça, pour nous, c'est une force parce que nous offrons vraiment le monde à nos étudiants. Et c'est vraiment ce qu'on veut. Une expérience multiculturelle, véritable, au sein de la maîtrise pour rencontrer des gens du monde entier et des formateurs et des condisciples, et puis aussi la possibilité véritablement de s'ouvrir des portes. Parce que l'interprétation, ça n'est pas que le français et l'anglais en conférence. C'est beaucoup plus que ça. Effectivement. Alors, sur cette conclusion, on va terminer le balado, l'épisode d'aujourd'hui. Et je vous remercie beaucoup, mesdames. Et puis, d'ici demain, il sera sur les plateformes Spotify et YouTube. Et je vous envoie le lien. Vous pourrez le partager avec Andrew aussi. Hein. Merci beaucoup, Sylvie. Vous ferez un beau bonjour de ma part. Promis, Sylvie. Merci encore pour cette belle occasion. Merci à vous. C'est vraiment un plaisir. Au revoir.